Parmi les nombreux commentaires venant de Chine, j'ai aimé celui de Lei, qui a appelé son podcast, c'est-à-dire une conversation réaliste. Elle ne représente ni une idéologie, ni un camp, et il me semble qu'elle comprend bien les subtilités de la politique communiste de l'élite chinoise. Lei a parlé de ce que nous voyons et ressentons déjà ces derniers temps avec nos yeux non avertis, sans connaître le chinois, sans comprendre la situation, et ainsi de suite. Sur le fait que Xi Jinping subit une certaine perte d'influence après avoir imprudemment déclenché un conflit avec Trump. Bon, reprenons depuis le début. Pendant plusieurs mois, il y a eu des rumeurs et des commérages selon lesquels Xi Jinping aurait perdu le contrôle du parti, l'ayant cédé à Zhang Youcai et aux anciens du parti. Mais ce n'est pas simplement un cas où une faction l'emporte sur une autre. Même parmi les anciens du parti eux-mêmes, il existe des priorités concurrentes concernant la direction que devrait prendre la prochaine étape du développement de la Chine. Certains veulent sauver le régime de l'effondrement, d'autres aspirent à des réformes politiques, certains se concentrent sur la relance de l'économie, et il y en a qui désirent le pouvoir absolu, simplement pour survivre dans cette lutte à mort. Quand il s'est devenu clair que Xi essayait de bluffer avec une main vide et qu'il ne le faisait pas face à Biden, Bush, Obama ou Carter, mais face à Trump. Il était clair qu'il était resté trop longtemps à son poste ou qu'il n'avait jamais été compétent. Bien sûr, il est évident qu'il est rusé, qu'il a de la chance, qu'il est intelligent dans le sens où il sait tisser des intrigues internes au sein du parti. Mais il lui manque l'intelligence absolument nécessaire pour distinguer une couleuvre d'un cobra. Que tout homme politique doté de pouvoir, tout chef d'État, doit absolument posséder. C'est précisément cela, selon moi, qui lui a manqué. Je pense que le politburo du comité central du parti chinois s'en est soudainement rendu compte. Mais même après avoir compris que Donald Trump ne cède pas au bluff, qu'il ne se laisse pas impressionner et que ce bluff se retourne contre la Chine, afin de sauver leur propre peau et non pas l'élite dirigeante, ni le parti dirigeant, ni le système dans lequel ils sont tous impliqués, mais uniquement leur propre peau. Celui-ci s'est précipité en Russie, bavestant, puis il a misé sur l'Iran, puis il a autorisé la Corée du Nord à envoyer des troupes en Ukraine. Autrement dit, il faisait tout comme s'il pouvait vraiment former une coalition contre les États-Unis d'Amérique et gagner. Mais lorsque l'Inde et le Vietnam se sont détachés de la Chine, je veux dire que les camarades ont compris qu'il était temps de discrètement écarter Xi du pouvoir. Mais il fallait le faire très prudemment pour ne pas complètement ruiner une économie déjà blessée par Xi. Pendant plusieurs semaines, le centre politique à Pékin semblait paralysé. Xi Jinping avait disparu, puis il a commencé à résister au changement. Zhang Youcai, s'appuyant sur la force militaire, exigeait des changements, tandis que les anciens du parti se retrouvaient pris entre deux feux, essayant de préserver un équilibre fragile. Tous les signes et rumeurs indiquant la perte de pouvoir de Xi Jinping ont atteint une nouvelle étape hier, lorsque Xi Jinping lui-même a fait une déclaration au nom du parti. En fait, il a confirmé sa propre déchéance. Il s'agit d'une réunion élargie du Politburo, c'est-à-dire où toutes les forces sous-jacentes de la Chine étaient présentes, toutes les présidences, mais il ne dirigeait pas. Oui, encore une chose. Le mois dernier, il n'y a eu aucune publication indiquant que le Politburo mensuel de mai s'était réuni, ce qui a complètement stupéfié tout le monde. Et surtout, plusieurs discours ont été divulgués, pour ainsi dire, presque de nature subversive. Lors de cette réunion, il n'y a pas eu de compte-rendu, et c'est comme si cette réunion n'avait jamais eu lieu. Il y avait un sentiment de stupeur dans la société chinoise, comme si quelque chose se passait, mais c'était totalement incompréhensible. Eh bien, il s'avère qu'en mai, il y a eu cette réunion, et c'est justement cette réunion de mai qui a posé les bases de ce qui se passe actuellement. De quoi vais-je vous parler ? Ce qui s'est maintenant transformé, pour ainsi dire, en une réunion mensuelle du Politburo appelée la réunion de juin, dont nous n'avons reçu l'information qu'en juillet.
Regardons la suite. Ceci marque une étape majeure. Ceci marque une étape importante. L'impasse au sommet du Parti communiste a officiellement été surmontée et Xi Jinping a perdu face à Zhang Yuxia lors du dernier tour. Désormais, le Parti communiste chinois n'a pas annoncé sa réunion mensuelle du Politburo en mai, ce qui a suscité une vague de spéculation. Ensuite, des rumeurs ont circulé selon lesquelles une réunion élargie secrète du Politburo aurait tout de même eu lieu et même certains discours des participants auraient fuité. Lorsque le mois de juin est arrivé, les gens ont commencé à se demander s'il y aurait une réunion du Politburo ce mois-ci. Parce que manquer encore une réunion signifierait que quelque chose ne va vraiment pas du tout. Puis, juste à temps, le dernier jour du mois, un rapport officiel sur la réunion du Politburo de juin a été publié. Xinhua a publié un bulletin hier. Cela signifie qu'il s'agit d'un résumé de ce qui s'est passé lors de cette réunion pas tout à fait ordinaire du Politburo chinois. Que s'est-il passé? Il a apparemment été créé en mai, et maintenant c'est comme si c'était officiel. Le comité de gestion du parti remplace le secrétaire général, c'est-à-dire Xi, ou plutôt pas le remplace, mais le surpasse. Xi devient l'exécutant des ordres du comité. Xi ne contrôle plus l'armée, les forces intérieures, ni aucun des organes de sécurité. Et avant cela, 2 ou 3 généraux avaient donc disparu. J'en ai parlé, mais ne connaissant pas bien la politique intérieure chinoise, je n'y ai pas prêté grande attention. Je croyais juste à des intrigues internes dans leur groupe. Il s'avère que plusieurs généraux proches de Xi, qui étaient considérés comme son soutien dans l'armée, ont soudainement disparu. Xi ne peut rien entreprendre de nouveau, il ne peut prendre aucune nouvelle décision ni en politique intérieure, ni en politique extérieure. Il est resté en place, Mahanolette, mais sans les fonctions qui sont justement celles d'un chef d'État. Tout d'abord, l'essentiel du message est d'annoncer la création de cet organe central du parti pour la prise de décision et la coordination. Cet organe, en fait, assume précisément le rôle que Xi Jinping occupait auparavant dans la prise de décision. Et cela signifie que Xi n'est plus l'instance suprême au sein du Parti communiste chinois. Désormais, il a un supérieur, et ce supérieur, c'est ce nouvel organe décisionnel. Donc, le premier point important que nous devons retenir de l'annonce d'hier, c'est que Xi Jinping, le secrétaire général du parti, n'est plus l'autorité suprême. Désormais, ils sont dirigés par ce nouvel organe chargé de la prise de décision et de la coordination. Et le fait que le rôle de ce nouvel organe dans la mise en œuvre des grandes initiatives, la planification stratégique et la coordination soient soulignés à plusieurs reprises montre à quel point son pouvoir est en réalité étendu. Le temps, pensez-y. Le fait que ces dispositions soient introduites maintenant indique que cet organe n'a pas été créé hier. Il opère secrètement depuis quelque temps déjà. Mais travailler secrètement au plus haut niveau du pouvoir comporte des risques. C'est pourquoi la direction doit maintenant l'institutionnaliser afin de normaliser et de reconnaître publiquement son existence le plus rapidement possible. Ce faisant, il consolide la nouvelle structure du pouvoir et rendant son annulation beaucoup plus difficile. Que veut dire te rendre plus difficile à annuler? C'est une question intéressante à laquelle on commence à réfléchir. Et c'est au cas où Xi organiserait une révolte avec des massacres, des arrestations, des exécutions. Ce qui, bien sûr, est déjà arrivé en Chine. Et pas seulement en Chine, aussi bien dans la Chine ancienne que dans la Chine moderne, cela s'est déjà produit. Le Politburo, craignant que Xi puisse organiser un coup d'État, a déclaré que si jamais il commence à donner des ordres, ce ne sera pas un ordre du parti, mais un ordre contre le parti. Cette annonce pourrait déclencher un changement. Cette annonce pourrait provoquer une réaction en chaîne d'événements sensibles. Comment? Pensez-y. La réaction des responsables locaux et du public à cela reste imprévisible. Nous devrons suivre la situation de près. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je continuerai à vous fournir des analyses rapides et des informations sur les changements de régime à venir. Si vous comprenez l'anglais, je vous recommande vivement de vous abonner à Lei. Son audience grandit bien et elle est crédible, notamment auprès des Chinois apparemment. Mais j'ai une autre question.
Comment la mise à l'écart de Xi influencera-t-elle ou influencera-t-elle les relations avec les États-Unis et l'alliance avec la Russie et l'Iran? Bien sûr, cela dépend de qui est entré dans ce comité, c'est-à-dire quelles forces ont gagné. Bien que parfois, pour maintenir un équilibre, on introduit quelqu'un de ta faction et quelqu'un de la mienne. L'essentiel est de tenir bon, car la Chine s'effondre littéralement sous nos pieds. C'est de maintenir la base. Il s'agit de protéger notre économie de la destruction. Donc en quelque sorte, si ce qui s'est passé avec Xi est une réaction à son comportement avec Trump, il n'y a apparemment pas d'autre raison à ce jour. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Cela se produit pratiquement à cause de la réaction de la Chine de Xi envers Trump. Cela signifie qu'ils craignent une telle confrontation directe avec les États-Unis. Quand il a dit « Si vous achetez du pétrole à la Russie, nous augmenterons tous vos tarifs de 500%. » Ce que j'ai raconté que Donald Trump a littéralement dit hier ou avant-hier, cela s'écrit, cela se fait. Nous adopterons ce projet de loi et il sera sur mon bureau car il m'est entièrement confié. Si je veux, je le signe et j'agis. Si je ne veux pas, je n'agis pas. Autrement dit, la menace avait sa force. Cela signifie une réduction significative des droits de douane sur les produits américains et une expansion considérable de la gamme de produits autorisés à être importés en Chine. De plus, la suppression de l'obligation de divulguer le savoir-faire qui effrayait généralement plusieurs de nos fabricants d'y aller. En ce qui concerne la Russie, l'Iran et la Corée du Nord d'ailleurs, Israël a interdit de leur vendre l'invention. En ce qui concerne la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, je ne pense pas qu'il y aura de changements radicaux, mais la présence de Donald Trump sera prise en compte dans toutes les décisions. Trump s'est effondré, restant comme une poupée russe sur le chef. Nous verrons dans quelle mesure Trump pourra réorganiser la Chine, mais Trump n'a pas l'intention de réorganiser ou de remodeler. Ce n'est pas sa tâche, ni la Chine, ni l'Iran, ni la Russie, ni la Syrie, ni la Corée du Nord. Il veut simplement de l'honnêteté et de la transparence dans le commerce. Et regardez à quel point l'honnêteté et la transparence se sont révélées être des armes puissantes. Je vous assure que des nouvelles arriveront bientôt. Elles ne seront pas toujours bonnes, pour ainsi dire, comme maintenant. En ce moment, c'est merveilleux selon moi, bien que l'avenir reste incertain. Mais toujours un statu quo provocateur sous Trump. Bien sûr, sans aucun doute, l'administration actuelle est différente de tout ce qui a existé auparavant aux États-Unis. À la question, en quoi vous, votre Lilia, êtes-vous différent de ceux qui étaient à la Maison-Blanche avant vous? Notre président a répondu sans hésiter, avant moi. Aucun des précédents occupants du bureau ovale ne comprenait rien aux chiffres. Eh bien, j'ajouterai personnellement absolument rien. Écoutez ces interviews et ces discours des années 80, des années 90, et vous entendrez les mêmes thèmes, les mêmes avertissements, les mêmes idées qu'il met en œuvre aujourd'hui. Et bien sûr, chacun de nous doit se poser la question, qu'est-ce qu'il y a d'important et d'intéressant pour moi dans cette loi ? On me demande souvent, qu'y a-t-il de si particulier pour que la gauche soit convaincue que la vie s'arrête avec l'arrivée de la nouvelle loi, tandis que la droite affirme que c'est la meilleure chose, après l'invention du synchrophassotrone qui a été inventé par l'homme. Et moi je pense que c'est à vous de juger. Voilà ce qui est écrit pour vous et pour moi. Les heures supplémentaires ne sont plus imposées jusqu'à un certain seuil. Pour les célibataires, les premiers 12 500 € de revenus ne sont plus imposés. Pour les couples déposant une déclaration conjointe, ce montant passe à 25 000 €.
C'est la même chose pour les pourboires. Vos premiers 250 € de pourboires ne sont plus imposés. Laissez-moi vous expliquer. Si vous avez gagné, disons, sur une année, disons 100 000 $, pour simplifier le calcul, les impôts fédéraux vont prendre environ 30%. Je vais tout arrondir, disons 30 000. C'est une simplification approximative pour faciliter la compréhension. En plus, bien sûr, on vous vole avec les impôts, on vous dépouille. Le mot plus précis, bien sûr, c'est la ville et l'État, et même ce qu'on appelle le comté. Chez nous, on dit county. Et en général, tous ceux qui le veulent organisent quelque chose et essaient même de regrouper 20, 30, 40 maisons en une sorte de structure sociale et de voler aussi. Vous avez des frais obligatoires ? C'est pour cette raison qu'on a vendu notre première maison, car les voisins ont décidé de s'unir là-bas. Dès que j'ai appris leur intention de s'unir, j'ai dit à ma femme qu'on devait partir. On est parti. Donc voilà, la loi fédérale, est-ce que nous allons parler uniquement d'elle ? La loi fédérale, la loi centrale. Tu reçois 100 000 $. Après le braquage, on te donne 70 000. Pourquoi ? C'est pourtant votre argent, n'est-ce pas ? Bon, d'accord. Mais si on vous a dit que vous avez reçu pour les heures supplémentaires 12 500 $, eh bien, ça fait partie de ces 100 000, oui, en plus. Bon, si vous êtes seul, si c'est une famille, c'est différent, mais prenons pour une personne, je vais compter pour une personne. Disons 12 500 pour les heures supplémentaires, 25 000 que vous avez reçues. Prenons l'exemple des pourboires. Bien que cela ne concerne pas la majorité, j'essaie simplement d'expliquer le principe. Vos impôts seront désormais prélevés sur une somme inférieure à 100 000. Pourquoi ? On va réduire votre base imposable. Sur 100 000, on enlèvera 12 500 et 25 000. Voilà comment on enlèvera. Mais ce n'est pas qu'on enlève, on déduira. Et il vous restera 62 500. Les impôts seront désormais prélevés non pas sur 100 000, mais sur 100 000 moins, c'est-à-dire 62 500. Et 30% de cette somme, c'est environ 20 000 $. C'est-à-dire que cela signifie qu'on ne va plus vous voler 30 000, mais seulement 20 000. Vous devriez vous en réjouir. Moi, je me réjouis toujours. On me vole encore moins. Génial. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une personne qui gagne 100 000 et qui a, comme on dit chez nous, ses déductions fiscales, il va garder cet argent dans sa poche. Donc, eh bien, cela veut dire qu'il ne recevra pas 70, mais 80, et en conséquence, il lui restera 10 000 $ de plus dans sa poche. J'espère que mon explication un peu confuse vous a permis d'y voir plus clair. La déduction fiscale pour la garde d'enfants est passée à 2 500. Ensuite, les intérêts que vous payez sur un prêt automobile peuvent enfin être déduits de votre base imposable. Mais il y a une condition. Il doit s'agir d'une voiture dont l'assemblage final a eu lieu en Amérique. Désormais, si vous achetez une telle voiture, vous pouvez déduire jusqu'à 10% des intérêts du prêt, vous laissant ainsi plus d'argent dans la poche. C'est-à-dire acheter une voiture fabriquée aux États-Unis. Il peut y avoir quelques pièces, mais je suis certain qu'il y aura entre 70 et 80%. Aux États-Unis, cela est considéré comme fabriqué sur place. Et on te donnera la possibilité de déduire encore 10 000 des impôts. Encore 10 000 des impôts. C'est-à-dire que maintenant, vous ne payerez plus 62 500, mais moins 52 500, donc 30% de cela, c'est encore moins. C'est très approximatif. En principe, je raconte un peu, en quelque sorte. Voilà ce qui permet de déduire des impôts. En plus, le fait que tu achètes une voiture américaine, ça va encourager les Américains à acheter ce qui est fabriqué ici. Eh bien, cela signifie que cela va stimuler les conglomérats automobiles. Fabriqués aux États-Unis. Oui, même si cela coûte plus cher que de produire au Mexique, au Canada ou en Asie du Sud-Est, les fabricants économiseront sur le transport, les droits de douane et les taxes d'importation. Et en plus, les citoyens américains chercheront quelles voitures sont fabriquées ici, au moins à 70%. Je veux acheter celui-ci. L'autre n'est fabriqué qu'à 60% ici, donc pas de réduction d'impôt. Je ne l'achèterai pas. En achetant une voiture, j'obtiens une réduction d'impôt. Et les citoyens américains choisiront des voitures fabriquées ici. Et il est clair pourquoi tous les fabricants mondiaux se sont déjà précipités pour chercher des endroits où s'agrandir, où construire, où produire.
Ce sont d'énormes usines, mais en plus d'être d'énormes usines, elles emploient beaucoup de gens et il y a aussi un grand nombre de sous-traitants, c'est-à-dire des personnes qui soutiennent cette énorme production. Cela fait 3 à 4 fois plus de personnes qui soutiennent ceux qui travaillent. Même ceux qui leur préparent à manger, vous comprenez, qui leur vendent de la nourriture, des chaussettes pour des mouchoirs, qui leur rendent des services et ainsi de suite. Tout cela sera désormais fabriqué et vendu en Amérique plutôt qu'ailleurs. Remettez votre argent, nous l'emmenons à nos travailleurs. Non, maintenant cela se passera ici, chez nous. Eh bien d'accord. Donc la plupart de ces entreprises ont soit déjà commencé à construire quelque chose chez nous, soit sont prêtes à démarrer. Au fait, il y a encore une chose intéressante. Et la plupart de ces entreprises cherchent et continueront à chercher des emplacements dans les États républicains. Eh bien, ceux qui sont dirigés par les républicains, oui. Vous pensez que c'est pour des raisons idéologiques ? Pas du tout, ils se moquent complètement de notre idéologie. C'est simple, le secret est tout simple, c'est tout. Et voici comment il s'ouvre. Vous arrivez dans un État démocrate et là, vous ne pouvez embaucher que des membres du syndicat. Pourquoi ? Eh bien parce que dans notre État, nous n'avons pas le droit au travail. Comment ça, il n'y en a pas ? Eh bien non, il n'y en a pas. Et dans les États républicains, ils ont adopté le droit au travail. En Amérique, ils ont adopté des lois spécifiques sur le droit au travail pour tous. Tu es membre d'un syndicat ou tu es membre de la mafia. Tu es membre de ceci ou tu n'es membre de rien du tout. Tu as le droit de travailler parce que tu vis en Amérique, plus précisément dans les États républicains. Dans les États démocrates, ce n'est pas vraiment le cas. D'accord, on continue. Donc en résumé, ce sont les États républicains qui vont se développer, de plus en plus de gens vont y aller, ils vont quitter les États démocrates pour aller là où il y a du travail. La déduction fiscale standard pour les couples mariés est passée de 29 200 $ à 30 et 1 500 $. Vous pouvez donc déduire davantage via la déduction standard, sans avoir à détailler chaque dépense individuellement. Ensuite, la limite SALT. D'accord, ce sont vos impôts d'État et locaux. Maintenant, vous pourrez déduire jusqu'à 40 000 de vos impôts d'État et locaux. Et enfin, l'amortissement exceptionnel est de nouveau passé à 100%, ce qui est très important pour les investisseurs. Nous en avons mentionné seulement quelques-uns, mais une personne ordinaire, si vous faites des heures supplémentaires, recevez des pourboires, vivez dans un État à forte fiscalité. Vous pouvez économiser 30, 40, voire 50 000 $ d'impôts si vous appliquez ces dispositions fiscales à votre situation. La loi comporte de nombreux aspects et nous parlerons d'autres facettes de la loi demain. Enfin, demain ou après-demain. En attendant, réfléchissez à la façon dont vous pouvez minimiser vos propres impôts, car vous avez maintenant un grand nombre de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. C'est-à-dire, gardez le plus d'argent possible dans votre poche. Plus d'argent, ce n'est pas mal, c'est bien. Même si les socialistes démocrates vous disent « allons voler, ça c'est mal », ou plutôt « allons voler, c'est stupide », mais mal ou bien, à vous de décider. Je n'incite personne, Dieu m'en garde, à enfreindre les lois des États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, c'est aussi stupide. Très. D'ailleurs, premièrement, on vous infligera immédiatement une amende et ensuite on peut même vous mettre en prison pour ça. Et moi, je vous invite à être intelligent, c'est-à-dire à chercher dans la loi la possibilité de ne pas vous laisser voler ou de vous laisser voler le moins possible. Ça, c'est intelligent. À mon avis, c'est magnifique. Ne pas se laisser voler ou le moins possible. Regarde, encore moins, encore moins, encore moins. Et ils arrêteront complètement de voler. Les valeurs traditionnelles du Parti démocrate deviennent la risée de ce que nous appelons aujourd'hui les gauchistes. Les démocrates ont laissé entrer des communistes dans leurs rangs. J'espère qu'ils t'apporteront de l'énergie, qu'ils attireront la jeunesse. Mais un fléau a rongé leur parti de l'intérieur. Le fait que le parti ait autrefois représenté les intérêts des travailleurs américains salariés ainsi que de tous ceux qui avaient d'État besoin d'aide, c'était plutôt bien. Il devait y avoir par exemple un parti, dans notre cas, disons le parti républicain, qui représentait les intérêts des fabricants.
ceux qui font avancer le progrès et ceux qui ont besoin d'être protégés, à qui il faut venir en aide. Tout va bien, tout est en ordre, c'est complètement transformé, c'est devenu quelque chose de tout à fait différent. Et maintenant, le Parti républicain a déjà intégré la représentation des intérêts de ceux qui donnent du travail et de ceux qui reçoivent ce travail. Il s'est avéré, comme nous l'avons toujours dit, qu'ils ont les mêmes tâches, les mêmes problèmes, et ainsi de suite. Parce que le syndicat est un phénomène négatif, non positif. Mais j'en parlerai séparément à un autre moment, parce que vous ne me croirez pas sur parole. Je dois en parler avec des chiffres, des faits et de la conviction. Aujourd'hui, le Parti démocrate se fixe pour objectif de voler, de prendre, de partager, de haïr et d'inventer toutes sortes de choses. Des choses qu'il serait tout simplement impossible d'inventer dans un état normal avec un esprit froid et rationnel. C'est tellement évident et visible de loin que j'ai même trouvé des Australiens qui en parlaient avec stupéfaction. Il est temps pour la rubrique « La gauche perd son sang-froid ». Et nous allons commencer par la ville la plus bleue des villes bleues, San Francisco. Une ville tellement négligée qu'un journal se demande pourquoi San Francisco est-elle couverte d'excréments humains. C'est un vrai titre, les amis. C'est la vérité. Et aujourd'hui, à San Francisco, l'ultra-gauche ne se contente pas d'ignorer l'épidémie d'excréments humains, elle attaque aussi les agents de l'Immigration and Customs Enforcement qui ne font que leur travail. Ne croyez pas que San Francisco est dans la merde soit une expression imagée. La police n'a pas le droit d'arrêter un citoyen ou une citoyenne qui, disons, s'assied dans Central Park ou simplement dans la rue pour faire ses besoins, pour ainsi dire. À mon avis, ça s'appelle oui. Donc, le policier n'a pas le droit. Parce que les rues appartiennent à tout le monde. Et vous vous souvenez, déjà à l'époque de l'Union soviétique, dès que quelque chose appartient à tout le monde, ça n'appartient à personne, sauf à ceux qui veulent y faire leurs besoins. Ou bien on ne peut pas arrêter une personne qui est entrée dans un magasin et qui a pris sur l'étagère ce qui lui plaisait. Ce qui lui plaisait pouvait être du pain ou un bijou en or d'une valeur inférieure à 950 $. Le prix est passé de 900 à 950 chez nous, à cause de l'inflation. À Los Angeles et San Francisco, ils augmentent immédiatement à 950. Donc, ce n'est pas du vol. Mais alors, qu'est-ce que c'est, vous demandez-vous? Le vol, c'est prendre ce qui appartient à autrui sans permission. Ce n'est pas le cas ici. Le vol, c'est quand tu prends quelque chose parce que tu es blanc. Pas parce que tu es blanc, mais tu es blanc et tu prends quelque chose. Et si tu n'es pas blanc, alors cela veut dire que tu as été opprimé. Je ne sais même pas comment traduire ça. Il existe des personnes riches de diverses origines ethniques, pas uniquement les blancs ou les riches en général. Ou est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça dans ton enfance? Quelque chose de dérangé qui justifie complètement n'importe quel soi-disant petit délit? Eh bien, c'est un truc intéressant comme ça. Quand on t'autorise, qu'on te permet facilement de commettre de petits délits, après tu ne comprends plus très bien quels délits sont petits et lesquels sont, un peu moins petits. Il y a tellement de cris, restons en Californie. Voici une femme aux cheveux bleus à San Diego qui pose les mains sur un policier. Ce n'est pas recommandé. C'était lors d'une manifestation contre l'arrestation d'une immigrée clandestine du Guatemala qui aurait, selon les dires, eu un accident de voiture. Voiture gouvernementale. Représentant à ce moment-là, quand j'entends voiture gouvernementale. Madame, c'est interdit. Vous savez, ces gens vivent dans le déni de la démocratie. Il y a eu des élections, Donald Trump a gagné précisément avec ces mêmes politiciens. Il a un mandat clair pour expulser chaque immigré clandestin. Et
Qu'est-ce que disent à cela les soi-disant gauchistes? À cette affirmation? Si vous commettez un crime aux États-Unis, vous devez être livré aux autorités. Et je pense que c'est un accord simple. C'est exactement pour cela que les gens ont voté en novembre. Et alors, vous auriez un argument beaucoup plus solide contre les abus que nous voyons actuellement et qui ne correspondait pas à ce que souhaite la société américaine. Les gens n'ont pas voté pour que quelqu'un soit attrapé. Les gens n'ont pas voté pour que quelqu'un soit attrapé dans les tribunaux d'immigration. Les gens n'ont pas voté pour cela. D'après les nouvelles données de Keith, 65% des personnes détenues par les Immigration and Customs Enforcement n'avaient pas de casier judiciaire. Concept intéressant. Si tu as enfreint la loi sur la traversée de la frontière, si tu as travaillé illégalement aux États-Unis, vécu illégalement, conduit une voiture illégalement, alors cela n'est pas une raison de te considérer comme un criminel. Qu'est-ce qu'un criminel? Une personne qui a enfreint la loi, transgresseur, donc une telle personne n'est pas un criminel. Il ne faut pas expulser Proyecta du pays. Quoi? Mais nous n'avons pas étudié la logique à l'université, nous avons étudié la lutte des femmes africaines du XVIe siècle pour ou contre peu importe quoi et pourquoi elles se battaient parce qu'elles ne se battaient pour rien et ne se battaient en tant contre rien. Elles ne savaient tout simplement pas qu'elles pouvaient lutter. Quoi? C'est précisément pour cela qu'elles ont voté. C'est exactement pour cela qu'elles ont voté. Maintenant, nous prenons simplement nos souhaits pour la réalité sous couvert d'analyse. Jessica, je ne sais pas dans quel univers parallèle tu vivais, mais Donald Trump s'est présenté aux élections avec une politique de déportation de tous les immigrés illégaux et il a gagné avec une énorme avance. Et depuis, les sondages ont été sans équivoque. La majorité des Américains, y compris la majorité des immigrés légaux, soutiennent le plan de déportation de Trump. Regardons de plus près cette analyse. La réalité pour Jessica. Expulser tous les immigrés présents illégalement ici, 55%, 64%, 57%, formulé différemment, 56%. Ce que vous voyez ici, c'est une indication claire que la majorité des Américains, lorsqu'on leur pose une question directe qui reflète leurs véritables sentiments, veulent vraiment expulser tous les immigrés présents illégalement ici. On ne peut pas contester ces différents chiffres, car ils sont en fait identiques chez 4 instituts de sondage différents. Vous pensez sans doute que j'ai un peu exagéré à propos de ce à quoi on menace ou de ce qu'on enseigne dans les écoles et universités américaines? Et si on faisait connaissance avec le président du syndicat des travailleurs de l'éducation de tous les États-Unis? Betty Kringle, si elle vient d'Afrique du Sud, elle est Skringle dans le sens sud-africain. Ils viennent tous de là-bas, pas les Boers, n'est-ce pas? Donc Betty Kringle. Tenez bon jusqu'à nous. Lève-toi, Néap. Tiens bon, tiens bon. S'il vous plaît, gardez vos mains liées et tenez-vous fermement. Avez-vous des doutes que nos enfants sont entre de bonnes mains? Vous pensez qu'elle est la seule comme ça? L'une de ses prédécesseurs à la question « Pourquoi êtes-vous contre nos enfants ?» a répondu depuis la tribune « Quand les enfants me paieront mon salaire, je serai pour eux. » Mais c'est la vérité. Vous ne pouvez chercher sur Google et le trouver. Le discours de Betty a peut-être été sorti de son contexte. Écoutons un peu plus loin. Pas question. Vous ne prendrez pas l'argent de nos écoles publiques. Jamais, à aucune élection, qu'elle soit unique ou multiple. Nous tiendrons bon. Cela a bien sûr beaucoup de sens, et c'est plus digne de nos enseignants. Les enseignants ont élu un bon président. Dis-moi qui est ton président, et je te dirai dans quel hôpital tu dois aller. Et voici encore une grande démocrate. Voilà, celle qui a perdu l'élection du gouverneur de l'État de Géorgie. Mais qui pense qu'elle n'a pas été élue à cause de 2 choses, à cause de son sexe et de la couleur de sa peau. Stacey Abrams. Vous envoyez des Marines aux États-Unis, là où ils n'ont pas leur place. Vous déployez la garde nationale, vous enlevez des gens directement dans la rue et vous faites comme si c'était normal. Parce que c'est ainsi que vous réprimez la dissidence.
parce que vous faites en sorte que tout le monde ait peur que s'ils ne font pas ce que vous voulez, ils pourraient être les prochains. Et quand vous avez franchi ces 9 étapes, la 10e devient facile. Vous décidez alors d'annuler les nouvelles élections, car tout le monde est effrayé, pauvre, brisé ou compromis. C'est-à-dire que Trump se prépare à tuer la démocratie aux États-Unis. Elle s'est trompée. Trump a mortellement blessé le Parti démocrate, pas la démocratie. Et qu'est-ce que ce parti nous proposait en fait en matière de démocratie ? En vérité, il a une longue histoire, peu reluisante par moments, d'opposition à la démocratie. À une époque, le Parti démocrate était le parti de l'esclavage. À une époque, le Parti démocrate était le parti qui tentait de priver les Afro-Américains de leur droit de vote dans le Sud à l'époque de Jim Crow. Ironiquement, le Parti démocrate a une histoire très contradictoire avec la démocratie. Ceci n'est que la dernière manifestation de cela. Au fait, vous savez, et c'est tellement ironique, c'est de l'hypocrisie pure. N'est-ce pas que la gauche américaine ne cesse de parler de Donald Trump et des élections de 2020 ? Il ne peut pas lâcher ces élections. Stacey Abrams, l'une des premières à avoir nié les élections, qui n'a pas accepté les résultats des élections au poste de gouverneur de 2018, Hillary Clinton. D'ailleurs, dans les jours suivants les élections de 2016, elle en a également nié les résultats. Alors, les démocrates, Dita, tu sais, non seulement ils essaient en fait de saper la démocratie, mais aussi quand la démocratie ne va pas dans leur sens, ils s'indignent souvent et crient à l'injustice. Mais pour l'instant, Stacey Abrams devrait simplement se retirer de la politique. Qui compose aujourd'hui son électorat? Elle est une figure complètement insignifiante. À sa place, je m'installerai simplement dans une belle maison ou une jolie ferme. Je quitterai la vie publique et je profiterai du reste. Honnêtement, ma fille, la politique n'est pas ton fort. Eh bien, c'est une excellente brève explication de qui ils sont, d'où ils viennent, et des absurdités qu'ils racontent, en guise de contraste. Écoutez notre vice-présidente qui, en 2028, manifestement, se battra pour le fauteuil présidentiel. Verrez-vous la différence dans l'approche et les conclusions ? Autrefois, les contradictions au sein du mouvement de gauche moderne me réconfortaient. Comment des blancs privilégiés peuvent-ils défiler avec sérieux et condamner le privilège blanc? Comment les progressistes peuvent-ils prétendre aimer les musulmans conservateurs malgré leurs opinions sur le genre et la sexualité? Mais la réponse est évidente si l'on y réfléchit, et c'est une réponse très, très dangereuse et très triste. Les radicaux de l'extrême gauche n'ont pas besoin d'une idéologie unificatrice pour ce qu'ils défendent, parce qu'ils savent très bien contre quoi ils sont. Ce qui unit les islamistes, les étudiants en études de genre, les sociaux-libéraux, les citadins blancs et les lobbyistes des grandes entreprises pharmaceutiques, ce ne sont pas les idées de Thomas Jefferson ou même de Karl Marx. C'est la haine. Ils détestent les gens dans cette salle. Ils détestent le président des États-Unis. Et par-dessus tout, ils détestent les personnes qui ont voté pour ce président lors des dernières élections en novembre. C'est le principe moteur de l'extrême gauche américaine. Je dirais qu'ils ne font pas que haïr, ils envient aussi. Je dirais que l'envie est le sentiment le plus fort. D'ailleurs, l'organisation de Stacey Abrams, qui n'a pas gagné et qui craint que la démocratie ne fonctionne pas pour eux. Elle a reçu de Joe Biden, littéralement lors de son dernier jour à la Maison-Blanche, une petite somme de 2 milliards de dollars. Je ne veux pas non plus dire de bêtises, en répétant leurs absurdités écrites. Oui, d'ailleurs, cette organisation Power Forward avait sur son compte le jour du virement 2 milliards 100 dollars. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais rien fait auparavant, elle n'avait jamais rien accompli, et elle a reçu 2 milliards de dollars sur son compte. En fait, je pense à un nom qu'on n'entend pas souvent aujourd'hui, Minda Marsour. Minda Marsour était cette jeune fille musulmane qui était la leader de la marche de Densk contre Donald Trump. Au début de la présidence de Trump,
Maintenant, Linda Marsour a supprimé beaucoup de ses anciens tweets, mais il lui reste un très étrange vieux tweet. Vers 2011 ou 2012, où elle fait l'éloge de la loi de la charia concernant les taux d'intérêt des cartes de crédit ou quelque chose comme ça. Et vous savez, réfléchissons à ce que la loi de la charia dit à propos, eh bien, je ne sais pas, de la marche des femmes, du féminisme des femmes en général. Êtes-vous certain de vouloir aborder ce sujet ? Mais au final, c'est toute l'idée de ce que certains appellent l'alliance rouge-verte entre les marxistes, les communistes et les islamistes radicaux. Sakan à Hamdan, à New York. En réalité, il est en quelque sorte l'incarnation même de cette alliance rouge-verte. Et J.C. Sense a absolument raison. Ce qui les unit, c'est un profond, absolu et pénétrant mépris pour la civilisation occidentale, pour les juifs et les chrétiens qui ont construit la civilisation occidentale, pour tout ce que nous appelons aujourd'hui l'Occident. Ils détestent cela, ils veulent tout détruire. C'est ce que fait la gauche, au moins depuis le manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Cela peut remonter jusqu'à la Révolution française et aux Jacobins, mais aujourd'hui, ils ne défendent que ça. Ils sont remplis d'une envie malveillante, de ressentiment et de haine. Eh bien voilà, le mot « envie » a été prononcé. Ce qui unit les islamistes, les fascistes, les communistes, les socialistes démocratiques et tous les autres, en réalité les collectivistes. C'est l'envie qui les consume tous. À notre succès, à notre capacité à profiter de la vie, à notre optimisme, à notre aptitude à voir. Ce qu'ils appelleraient un verre à moitié vide, nous le voyons comme un verre merveilleux avec quelque chose dedans, que ce soit de l'eau, du whisky, du champagne ou des éclaboussures de tout cela. Et, sans doute le plus important, ils nous envient et nous détestent parce que nous savons surmonter les difficultés. Comme l'a écrit Alfred Tennyson dans son génial Ulysse, dans la traduction classique de Mendel, c'est lutter et chercher, trouver et ne pas céder. D'ailleurs, dans une autre traduction, celle absolument magnifique de Balmont, cela sonne différemment, mais c'est aussi très fort. Mais nous sommes nous, c'est du Balmont typique, Bloch et d'autres, et Skiff et nous, mais nous sommes nous. La trempe des cœurs intrépides, affaiblis par le temps et le destin, mais dont la volonté demeure inébranlable chez les forts. Chercher, trouver, oser, ne pas reculer. Messieurs, il ne s'agit pas des collectivistes, mais de nous, ceux qui ont créé l'Amérique et qui essaient maintenant de la ramener à ses origines. Chercher, trouver, oser, ne pas reculer. De si belles paroles. Eh bien, Mendel est formidable, et Ballman aussi. Mais revenons au lavage de cerveau de nos enfants. Par ces mêmes enseignants qui ont élu Betty, présidente du syndicat des travailleurs de l'éducation. Elle travaille pour le syndicat de l'abrutissement. L'endoctrinement que nous voyons dans les écoles nuit aux enfants, entrave leur progression scolaire et remplit leur esprit d'une idéologie d'extrême gauche. Au lieu, disons, de faits, de chiffres et de toute notion de pensée critique. Les syndicats d'enseignants soutiennent cet activisme politique. Écoutons une enseignante qui a reçu le titre d'enseignante de l'année 2025, décerné par le syndicat des enseignants. Cette enseignante voit son rôle comme étant politique. Quand j'ai compris à quel point notre profession a toujours été profondément politisée, j'ai réalisé que je ne pouvais plus rester à l'écart. C'est pourquoi je me suis impliquée dans le processus. J'ai trouvé des personnes partageant les mêmes idées et elles m'ont aidé à trouver ma voie. Voici encore quelques enseignantes engagées qui discutent de la manière dont on peut commencer à prévenir l'endoctrinement politique plus tôt. N'attendez pas l'enseignement supérieur ou l'université, commencez bien plus tôt. J'ai quitté l'enseignement supérieur et je travaille maintenant dans un lycée. Alors, tous ceux qui ont levé la main et ont dit que vous vous êtes radicalisés à l'université, imaginez si vous vous étiez radicalisés 4 ans plus tôt.
Nous devons organiser les étudiants de premier cycle pour qu'ils rejoignent la lutte parce que nous sommes à la fois étudiants et travailleurs. Je veux juste dire quelque chose, car je pense qu'il y a beaucoup de gens ici issus de l'enseignement supérieur. Travaillez avec les écoles, établissez des liens avec les syndicats d'enseignants. Ils disent qu'enseignant est une profession idéologique. Une profession idéologique. Il faut la virer sur le champ, rien que pour ces mots-là. Et puis, les propagandistes des universités doivent en hâte contacter le syndicat des enseignants et nous apprendre à faire de la propagande, pour que ce soit fait 4 ans avant l'université. Ils se sont réunis à un congrès appelé Socialiste. Quelque chose comme ça, ou Socialiste 2025. C'est comme ça, je crois, que ça s'appelait. Environ 36% des étudiants ont déclaré que leurs enseignants affirmaient souvent ou presque quotidiennement que l'Amérique est, par essence, une nation raciste. Donc, c'est plutôt fou. Ce phénomène est observable à tous les niveaux d'enseignement, de la maternelle à l'université. Je pense que cela prend, en fait, racine dans le système scolaire public et les étudiants apportent cette même idéologie avec eux à l'université. Et il y avait cette femme, Tina, que vous venez de montrer lors de la conférence Socialisme 2025. Ils disent clairement qu'ils veulent utiliser le système scolaire pour endoctriner les enfants avec une idéologie d'extrême gauche. Il est temps d'introduire le choix de l'école afin que les familles puissent chercher des alternatives qui correspondent à leurs valeurs. Nous le savons très bien, ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants le savent parfaitement. Mais regardons encore une fois Betty. Tout s'arrête avec nous. Restez. Tenez bon, ne baissez pas une seule main, tenez bon. Je voulais juste vous rappeler qui et comment on enseigne à vos enfants. Le conformisme qu'ils imposent et ils lavent le cerveau des enfants. Vous avez chez eux environ 50 millions d'enfants dans le système scolaire public américain et ils ont un pouvoir énorme sur ces enfants. Ce sont de jeunes esprits facilement influençables et cela devrait vraiment inquiéter les parents. Une bonne conclusion à notre conversation sur les islamistes et les libéraux qui ne diffèrent que par le nombre de fois ils priment leur Dieu chaque jour, le grand Dieu de l'envie et de la haine. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de supprimer complètement les établissements d'enseignement public, toutes ces écoles, de rendre toutes ces écoles privées, tout simplement, au moins dans un premier temps, distribuer aux parents des bons, soi-disant, c'est-à-dire un document, un engagement de l'État à payer l'éducation de leurs enfants dans n'importe quelle école de leur choix. J'ai décidé d'aller dans cette école, j'irai dans celle-là. Qu'ils courent après nous, qu'ils organisent des compétitions, qu'ils disent « je suis meilleur, je vais faire ceci ». D'accord. Et ensuite, il suffit de faire tout son possible pour que les écoles deviennent vraiment privées, comme des magasins, comme des cinémas, comme des entreprises de services en offering de services. Messieurs, nous n'allons rien détruire. Nous allons simplement construire à côté quelque chose de bien meilleur. Je veux vous montrer ce qu'est la guerre moderne et comment la technologie change les priorités du combat. Aujourd'hui, nous allons parler des drones. Les troupes russes ont occupé un point d'observation avantageux et ont commencé à chercher des cibles à frapper. À ce moment-là, un petit groupe d'Ukrainiens procédait à une évacuation à proximité. Ils essayaient de récupérer rapidement leur équipement pour se déplacer vers un endroit plus sûr, mais cette fois, ils n'ont pas réussi à rester inaperçus. Un groupe de mortiers russes a repéré l'unité ukrainienne et a immédiatement commencé à bombarder leur position. L'obus n'a pas touché le véhicule, mais il a réussi à enflammer le dépôt de munitions que les soldats ukrainiens étaient venus chercher.
Les Russes ont réussi à blesser l'un des soldats ukrainiens, mais il est difficile d'appeler cela un succès. C'est pourquoi ils rechargent rapidement les mortiers et essaient d'achever la cible. Mais les Ukrainiens ne restent pas simplement les bras croisés. Une partie de l'équipe, restée à l'abri, utilise rapidement un drone pour repérer les positions des Russes, dans l'intention de riposter pendant que l'attention de l'ennemi est détournée. Et sur le chemin vers l'équipage du mortier, l'unité de reconnaissance repère une autre cible très alléchante. Les Russes pensaient être à une distance sûre de la ligne de front et ont organisé un petit dépôt d'obus de mortier pour approvisionner leurs camarades. L'équipage du mortier était sûr de sa sécurité, alors il continuait à tirer activement, sans se douter que très bientôt, il pourrait ne plus avoir cette possibilité. Pendant ce temps, les opérateurs de drones ukrainiens préparaient déjà leur dos. Pendant que les Ukrainiens préparaient et lançaient leurs drones vus à la première personne, les Russes, ne se doutant de rien, ont rassemblé toutes leurs munitions au même endroit, sans savoir qu'ils étaient étroitement surveillés et que l'on guidait tranquillement un drone approchant vers la cible. Grâce au groupe de reconnaissance, le pilote du drone vu à la première personne a repéré cet entrepôt de campagne de munitions. Mais grâce à la précision du guidage, l'opérateur du drone a désormais de bonnes chances de détruire non seulement les obus de mortier, mais aussi le stock de mines anti-chars que les Russes ont généreusement placé. Ici. Je vous montre une vidéo réalisée par My Global Issues. Ils ont là-bas environ 230 000 abonnés. Ils nous ont montré comment les Ukrainiens, à l'aide de drones, ont éliminé plusieurs véhicules blindés, un char, ont trouvé un dépôt de munitions et l'ont détruit, ont repéré des renforts qui arrivaient et les ont arrêtés. Et tout cela avec seulement quelques drones bon marché. L'équipage de ce véhicule blindé a compris à mi-chemin que tout pouvait mal finir et a même essayé de faire demi-tour et de battre en retraite. Mais cette fois, cela n'a fait qu'aggraver la situation. Aaron a touché directement le point faible. Les Russes évitent de plus en plus d'avancer en grande colonne. Ils évitent de plus en plus d'avancer en grande colonne. Privilégiant de se diviser en petits groupes. Et même si les véhicules sont souvent détruits avant d'atteindre leur objectif, parfois cette tactique donne tout de même des résultats. Ce véhicule blindé russe a réussi à s'approcher très près des positions ukrainiennes et a commencé à ouvrir un feu de suppression. Les arbres bloquent la vue et les Russes ne voient non pas l'ennemi, alors ils tirent à l'aveugle, espérant toucher quelqu'un. Les soldats ukrainiens qui n'ont pas eu le temps de se replier vers d'autres fortifications semblent le comprendre et essaient de quitter discrètement leur position pour ne pas se retrouver piégés. L'équipage du véhicule blindé russe décide de changer de position, pensant qu'ils n'ont plus rien à faire ici. Pendant ce temps, les soldats ukrainiens quittent la zone en toute sécurité et rapportent à leur commandant que des véhicules blindés ennemis ont été aperçus dans leur secteur. Le drone de reconnaissance a capté la cible et suit attentivement les mouvements des forces russes du véhicule. Non loin de la route, les Russes aperçoivent un hangar partiellement détruit et décident que c'est le meilleur endroit pour un abri temporaire. Cela aurait vraiment pu être un bon abri qui aurait pu sauver les Russes, mais cette fois, ils n'ont pas eu de chance. La brigade ukrainienne située à proximité, spécialisée dans ce type d'opération complexe, avait déjà préparé un drone contrôlé par fibre optique. Grâce à la retransmission vidéo de haute qualité, il devient immédiatement évident qu'il ne s'agit pas d'un drone vu à la première personne ordinaire. Puisque les murs du hangar n'interfèrent plus avec le signal, l'opérateur dispose de temps et de possibilités pour viser très précisément avant de frapper. Le coup, le pilote avance lentement pour ne pas endommager le câble reliant. Le relié au drone, kamikaze, il fait le tour du véhicule blindé sur le côté. Et il remarque que les Russes ont laissé la trappe ouverte.
Il n'y a pas de meilleure cible et le pilote entre facilement à l'intérieur. Un renseignement supplémentaire indique que le véhicule a été détruit et qu'un second vol n'est pas nécessaire. Mais quelques minutes plus tard, ils remarquent un autre véhicule blindé en mouvement. dans le village. Le village est presque entièrement détruit, et maintenant, il y a une chance d'arrêter le véhicule avant que les Russes n'aient le temps de trouver un abri. Les opérateurs de drones ukrainiens préparent la prochaine vague, cette fois en utilisant des drones vus à la première personne ordinaire et se préparent à la chasse. Avec un peu de chance, ils réussiront à arrêter les Russes avant qu'ils ne quittent le village. L'opérateur de drone fait demi-tour et vole directement vers le véhicule blindé. Sachant la direction du mouvement du BOUTS russe, l'opérateur de drone fait demi-tour et vole directement vers le véhicule blindé. Le premier coup a suffi pour la toucher et l'arrêter, mais le travail n'est pas encore terminé. L'équipage a probablement déjà quitté le véhicule. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'essaieront pas de revenir plus tard pour la réparer ou l'évacuer. Le véhicule blindé semble être principalement intact, donc le prochain drone doit infliger autant de dégâts que possible. Et maintenant, le pilote a un avantage. La cible est immobile, ce qui signifie qu'il y a une opportunité pour une frappe précise, et il y parvient. La première explosion met le feu au véhicule. Le feu atteint la réserve de munitions. Et après quelques minutes, le feu atteint la réserve de munitions. Les Russes ont plus d'équipements pour lancer des missiles. Ils ont plus de missiles, ils ont plus de chars, ils ont plus d'avions. En fait, ils ont plus de tout. C'est ce qui a fait pencher la balance. Les partisans modernes, qu'on appelle aussi tactiques de guérilla, mènent des actions peu coûteuses, ciblées, mais qui gênent beaucoup l'armée en progression. De nos jours, on les appelle drones. Au lieu d'explosifs sur les ponts et les rails, c'est une petite machine volante qui peut neutraliser aussi bien un grand navire pétrolier, disons, qu'un char, un bunker, un camion, une grange avec des munitions, ou un train transportant du carburant pour l'armée. Chaque fois que le renseignement ukrainien parvient à détecter leur activité, tous les efforts possibles sont immédiatement concentrés sur la destruction de la cible. Le premier lanceur détecté avait déjà tiré une salve et se préparait à quitter sa position. Le pilote ukrainien de drone vu à la première personne a réussi à la rattraper alors qu'elle était presque à mi-chemin de sa retraite. Ces lanceurs de multiples launch rocket systems sont extrêmement vulnérables et pratiquement dépourvus de protection contre un impact direct. C'est pourquoi cette fois, un seul drone a suffi pour provoquer un véritable feu d'artifice. Lors de telles opérations, les groupes mobiles vus à la première personne doivent agir extrêmement rapidement. Dès que le renseignement confirme la cible, il ne reste pratiquement plus de temps pour réfléchir. Les groupes doivent atteindre la position de lancement et faire décoller les drones avant que les Russes ne sortent de la portée efficace. C'est précisément ce qu'affirmait le général Zaloujine, désormais ambassadeur. La tactique de combat et, en général, la conduite des opérations militaires pendant la guerre en Ukraine ont radicalement changé. Elles ont changé à cause de l'intelligence artificielle, des satellites et des drones. D'ailleurs, les Israéliens ont introduit hier un nouveau système anti-drone inventé, je crois, par 2 lycéens israéliens. Les drones possibles sont détectés presque instantanément, dès qu'ils décollent. On détermine donc s'il est ami ou ennemi, on identifie sur quelle fréquence il communique, et en un 10 millième de seconde, on découvre les coordonnées de celui qui le contrôle. Donc cette tactique aussi évoluera avec le temps. D'autant plus que la Russie envoie des Nord-Coréens sur le front ukrainien. La participation des troupes nord-coréennes au conflit entre la Russie et l'Ukraine est confirmée par de nombreuses vidéos. Des sources de renseignement ont déclaré à plusieurs reprises qu'en plus d'envoyer des soldats, la Corée du Nord avait également fourni du matériel militaire à la Russie. Cependant, l'apparition de ce matériel sur le champ de bataille était extrêmement rare.
Mais cette fois, les opérateurs ukrainiens de drones vus à la première personne ont réussi à détruire un véritable exemplaire rare, le système nord-coréen de lance-roquettes multiples M. 1991. Les Russes n'ont même pas vraiment essayé de se cacher. Ils se sont simplement approchés du bâtiment détruit le plus proche. L'opérateur du drone s'est approché prudemment et lentement du lance-roquettes multiple par l'arrière et a frappé directement le dépôt de munitions. L'impact a provoqué le lancement de l'une des roquettes, qui est sortie par le pare-brise du véhicule. Qui était là-bas, les Russes ou les Coréens, c'est aujourd'hui une question purement académique. Dès que l'équipement militaire russe entre dans la zone d'action des drones, il se transforme en un tas de ferraille calcinée. Il semble qu'ils devront utiliser un autre FPC. Il semble qu'ils devront utiliser un autre drone vu à la première personne pour enfin achever ce morceau de matériel chanceux. Et maintenant, lorsque les portes des granges s'ouvriront grâce à l'aide américaine, cela poussera-t-il les Russes à rechercher la paix ou risqueront-ils de rester coincés en Ukraine pour encore une bonne dizaine d'années? J'espère vraiment qu'on entendra bientôt que la Russie veut des négociations. Ce seront des négociations difficiles et pas très courtes, mais espérons le meilleur. Au revoir.